3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nourane Charer est à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Collet de nous accompagner également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments et Zakaria Darwish est avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Vous êtes le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Je le disais, on sort de la séquence micro avec le retour des données d'inflation qui sont revenues dans le radar des investisseurs à l'occasion de la publication notamment du Core PCE américain, un indice de dépenses, de prix, de consommation un peu différent du CPI américain qui avait été déjà publié pour le mois de janvier. Le Core PCE pour le mois de janvier, que nous apprend-il de la dynamique de désinflation qui semble malgré tout se poursuivre aux États-Unis, Zakaria? Eh bien, il nous apprend pas mal de choses, même si finalement les chiffres qu'on a eus sont sortis en ligne avec les attentes. Quand on décompose les différents éléments, on voit finalement que cette tendance de désinflation qui a été entamée depuis quelque temps déjà, on est continue, vu que les chiffres sont en baisse. Mais quand on regarde la dynamique très court terme, en particulier le Core CPI sur 6 mois, que plusieurs membres de la Fed avaient souligné, on voit une remontée. Ce chiffre de 6 mois a été un des arguments pour la Fed pour dire bon, le cycle de resserrement monétaire est fini, on est plutôt sur l'étape d'après. Eh bien, quand ils étaient descendus en dessous des 2%, 1,9%, là on remonte à 2,5%. Donc c'est quand même, on voit que le chemin, on en a parlé plusieurs fois, de last mile, la dernière phase de désinflation, elle est en cours, mais elle est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde aussi les composantes, on se rend compte que finalement la partie service pose toujours un souci. D'ailleurs, on en parle aux États-Unis avec les chiffres de cet après-midi, mais aussi certains chiffres préliminaires qu'on a eu ce matin en zone euro. Ouais. Les services restent vraiment au cœur de cette difficulté à voir cette désinflation vraiment arriver à l'objectif final. Ouais. Est-ce que ça remet en cause, à ce stade, le calendrier de la Réserve fédérale américaine, en tout cas tel qu'il a été signalé lors de la conférence du FOMC de décembre? La prochaine réunion est encore devant nous, ils pourront ajuster à nouveau ces projections, mais le signal était 3 baisses de taux à partir de la deuxième partie de l'année 2024. Est-ce que ces chiffres-là sont cohérents avec ce calendrier, ou est-ce que c'est un calendrier qui peut encore être amené à bouger? Alors, eh bien, déjà, ça valide le scénario de calendrier de la Fed, contrairement au scénario de marché. On dit toujours que le marché a toujours raison. Et ben, non, finalement, pour une fois, là, c'est plutôt le scénario de la Fed qui est beaucoup plus probable. La question qui se pose, on est toujours sur un chemin de baisse des taux. La question du timing, effectivement, se pose. Et là, ça vient valider plus ce message de prudence qu'on a pu entendre un peu plus dernièrement du côté des différents banquiers centraux, en particulier de la Fed, sur le fait qu'il y a peut-être un excès d'optimisme, d'autant plus que la croissance tient, un excès d'optimisme sur le début des baisses des taux directeurs de la part de la Fed. Comment vous regardez, François, à ce stade, la balance des risques sur l'inflation, comme on dit, notamment côté américain, au regard de ce que le marché anticipe désormais? Le marché s'est aligné sur le calendrier de la Fed qu'on décrivait, effectivement. Ça s'est fait d'ailleurs sans dommage sur les actifs risqués, c'est à souligner. Mais comment vous voyez les risques évoluer? Est-ce que le risque est à nouveau à la hausse? Est-ce que le risque de voir le calendrier se décaler dans le temps est un risque important aujourd'hui? Oui, je pense que c'est un risque important. Si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier trimestre de l'année 2023, on a eu une accélération de la croissance qui s'explique principalement par la baisse de l'inflation. Et cette baisse de l'inflation a renforcé le pouvoir d'achat des ménages et donc a poussé la croissance à la hausse. Maintenant, le problème, c'est que cette croissance à la hausse peut poser des problèmes de retour de l'inflation à plus ou moins brève échéance. Donc, on peut se retrouver dans une configuration où la demande tenant de manière assez forte, et on a vu des chiffres de revenus qui étaient forts aux États-Unis aujourd'hui, et je pense qu'ils ont même plus d'importance que les chiffres du PCE, peut faire courir ce risque de second tour sur l'inflation. Les chiffres de salaire étaient importants aux États-Unis au mois de janvier.
Même quand on regarde à l'intérieur de la zone euro, on avait à la fin, au 4e trimestre, une légère diminution ou un ralentissement du rythme de hausse des salaires, mais le 4e trimestre, ça a assez peu d'importance finalement, hein. C'est le premier trimestre qui a beaucoup plus d'importance, et dans les datas qu'on peut trouver sur certains sites internet comme Indeed par exemple, on voit un léger démarrage des salaires en ce début d'année. Donc tout ça nous fait penser qu'il faut rester prudent sur le fait que la désinflation soit derrière nous. On a en tête qu'il y a pas mal de risques inflationnistes de moyen terme, mais oui, il est possible qu'on ait mangé notre pain blanc, qu'on ait eu une saisonnalité assez défavorable pour l'inflation au cours du Q4 de l'année dernière, et que en ce début d'année, on ait un petit peu plus d'inflation que ce qui était anticipé par le marché, et qui repousse un peu plus loin les anticipations de baisse de taux. Sachant qu'on va avoir un timing assez serré, puisqu'on a une année d'élection importante, que j'ai du mal à envisager que la Fed commence à baisser ses taux au mois de septembre. Baisser ses taux au mois de septembre, ça veut dire le faire juste avant, 2 mois avant l'élection présidentielle. Ce sera sans doute... S'ils peuvent éviter, oui, non, mais il est évident d'enclencher un cycle de baisse de taux en septembre. Il est évident que s'ils font ça, ils seront montés du doigt par Donald Trump, qui dira que la Fed est politisée, qu'elle est là pour aider les démocrates. Donc je pense que la fenêtre de tir pour la Fed pour pouvoir baisser ses taux, c'est le mois de juin. Avant, ça me paraît assez compliqué parce qu'on a encore une activité économique qui est très forte. Il va falloir qu'on les voit encore, ces chiffres de désinflation, que les chiffres du CPI surprennent un petit peu plus à la baisse, ou en tout cas que la surprise à la hausse qu'on a vue au mois de janvier ne se confirme pas au cours des prochains mois, parce que sinon la Fed va se retrouver dans une situation compliquée. Et admettons que ça arrive, il ne faut pas exclure que... la Fed ne puisse pas baisser ses taux de l'année. C'est-à-dire que si elle ne peut pas le faire en juin parce que les données sont encore trop fortes, en termes de croissance nominale, pour dire les choses simplement, bon, il y a un meeting en juillet, mais ce n'est pas un meeting avec de nouvelles projections. Non. Bon, septembre, vous dites c'est compliqué, on est assez proche de l'élection. Octobre aussi. Et octobre encore pire. Il reste décembre. Ouais, je comprends. Mais c'est un scénario alternatif aujourd'hui. Oui, ça reste un scénario alternatif, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe pour la Banque Centrale Européenne si la Fed se met dans ce chemin-là à ne pas pouvoir baisser les taux, non seulement en juin, mais peut-être même à l'automne? Alors, c'est vrai que la BCE a toujours été réactive par rapport à la Fed dans le passé. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette fois-ci, parce qu'on a quand même une divergence de croissance entre les États-Unis et l'Europe qui est forte. On l'a vu ce matin encore avec les chiffres du chômage en Allemagne, qui sont une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne, dans une situation vraiment très différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc, je pense que la BCE devrait être en mesure de baisser ses taux d'intérêt au mois de juin. Quelle que soit la décision que pourrait prendre la Fed à ce moment-là. Oui, alors il faut aussi qu'on n'ait pas de rebond de l'activité en zone euro. Mais je pense, effectivement, que la BCE peut être capable de... Le pays qui est dans la moins bonne situation, c'est l'Allemagne, qui est un pays qui dépend du commerce international. C'est sûr qu'une baisse de taux de la part de la BCE, sans baisse de taux de la part de la Fed, ça ferait baisser l'euro, ça aiderait bien les Allemands. Donc je pense qu'il y a la place pour que la BCE puisse baisser ses taux, malgré le fait que la Fed ne le fasse pas. Christine Lagarde a une petite sortie là-dessus, il y a une semaine ou 10 jours, en rappelant que la BCE, les mouvements de la BCE étaient indépendants des autres mouvements des banques centrales. Non mais, en théorie, il n'y a rien dans le mandat qui empêche la BCE d'agir indépendamment de la Réserve fédérale américaine. Après, sur le terrain et dans la vraie vie, ça peut être parfois différent, mais elle a tenu à rappeler ça quand même, et je trouvais que c'est le moment où elle a voulu le rappeler était un moment, effectivement, où on pouvait commencer à se réinterroger sur le calendrier, ou la divergence de calendrier qu'on pourrait observer entre la BCE et la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Nourane, et quand on reprend un petit peu la dynamique de marché depuis le début de l'année, intéressant de voir, et c'est ce qu'on disait, que le marché a effacé assez vite 3 baisses de taux. On partait dans l'idée de 150 points de base de baisse de taux côté américain, notamment cette année. Là, on n'est plus qu'à 3 baisses de taux anticipées par le marché. Et tout ça s'est fait dans le calme. Alors sur les marchés obligataires, ça a corrigé un petit peu, mais sur les marchés actions et sur les marchés d'actifs risqués en général,
c'est comme s'il ne s'était rien passé, quoi. En fait, quand on regarde, je pense qu'on est dans un environnement économique extrêmement sain. Contrairement à tout ce qu'on peut peut-être entendre ou lire, quand on regarde la croissance économique, notamment du côté des États-Unis, je rejoins ce qui a été dit du côté de l'Europe et notamment de l'Allemagne, qui est plus en difficulté parce que plus exposée en fait au commerce international, notamment avec l'Asie. Mais du côté des États-Unis, quand même, il faut voir que la croissance économique a été révisée à la hausse de manière assez substantielle sur un mois. On est aujourd'hui en croissance anticipée à 2%, on était à 1,3%. Alors on est en ralentissement, certes, mais on est quand même sur une croissance aujourd'hui au-dessus du potentiel qui est à 1,7. Du côté des entreprises, on a des entreprises qui affichent au global, alors à quelques exceptions près, mais des résultats records. On a des taux de défaut qui restent quand même au global historiquement faibles. On a des banques qui sont aujourd'hui surcapitalisées et qui, on l'a vu, ont pu absorber des chocs comme SVB l'année dernière ou des faillites de banques régionales. Du côté des consommateurs, c'est vrai que la crainte, c'était de voir une consommation qui ralentit face à des taux d'épargne excédentaire qui s'étaient renormalisés. Mais finalement, on reste sur un environnement extrêmement sain pour le consommateur, avec des salaires qui continuent à croître, une inflation qui baisse et des taux de chômage historiquement faibles. Donc tout ça fait qu'on est quand même dans un environnement extrêmement solide, sans oublier que tous les chocs sont plutôt bien absorbés. On a quand même vécu une période Covid, crise, stress obligataire qu'on n'avait jamais connu, une inflation extrêmement élevée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a une croissance qui tient. On a finalement... C'est vrai que le niveau de désinflation ralentit, c'est-à-dire que la tendance ralentit, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, on n'est plus sur des niveaux alarmistes. On est à 2,8%, les objectifs sont à 2%. C'est plus à deux chiffres. C'est plus à deux chiffres, on était à 5%, et c'est vrai que 5%, c'est alarmiste, c'est stressant pour une économie, c'est vraiment la faiblesse de la monnaie d'une économie. Là, on n'est plus du tout sur ces problématiques-là. Donc, on a une désinflation qui va peut-être mettre un peu de temps, mais... c'est pas très grave, je dirais, pour les marchés. Et si on ne connaît pas le timing et si on ne connaît pas l'ampleur de la baisse des taux, c'est pas si grave, dès lors que finalement la désinflation et le niveau d'inflation n'est plus sur des niveaux d'inconfort. On a une croissance qui tient, on n'a pas de récession en Europe au global, je dis bien. Donc c'est pour ça que en fait les marchés aujourd'hui reflètent une réalité économique et la réalité des entreprises. Oui, intéressant parce que c'est assez différent d'il y a 6 mois en arrière, où on avait toujours ce problème de croissance. C'est un peu effrayant de le dire comme ça, mais ce sujet d'une croissance américaine trop forte, sortant du 3e trimestre notamment, on se souvient que le repricing sur les marchés de taux et sur les marchés actions avait pu être un peu violent, toute proportion gardée, mais que ça avait été un moment un peu de reality check, avec des taux réels qui étaient quand même repartis, le 10 ans américain à 5%, et des marchés actions qui quand même étaient obligés de tenir compte d'un scénario peut-être de surcroissance encore pour plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Aujourd'hui, vous le dites, la croissance, elle est toujours au-dessus du potentiel, mais le marché, notamment le marché action, voit les choses de manière un peu différente quand même. Oui. Alors après, c'est vrai qu'on souligne beaucoup, souvent on pense que le marché action est irrationnel, et on l'entend, on le lit beaucoup en disant qu'en fait on a atteint des niveaux historiquement élevés, mais finalement quand on regarde ces niveaux historiquement élevés, ils peuvent effectivement inquiéter, mais c'est des accroches un peu médiatiques et il faut essayer d'analyser par rapport à faire des comparaisons un peu historiques, c'est ce qui nous permet un peu de nous rassurer. Mais si on regarde la performance annualisée des marchés avant Covid et après Covid, pour faire simple, la performance annualisée des marchés actions aux États-Unis avant Covid, historique, donc 5 ou 10 ans, c'est 13%. En Europe, c'est à peu près 6%. Depuis le Covid, donc sur 5 ans, donc il y a une période satisfaisante pour l'analyse, donc depuis le 31-12-2019, on a exactement les mêmes performances annualisées aux États-Unis et en Europe. Mais sauf qu'on est passé par des mouvements de volatilité très importants, mais des grands pics et des grands creux. Oui, mais surtout avec un niveau d'inflation de 6, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la performance nette est flat
en Europe, donc on est à 0 en Europe sur 5 ans, et on est moitié moins que la performance comparable historique aux États-Unis. Donc les niveaux historiquement élevés ne reflètent pas de performance, je dirais, exubérante par rapport au comparable et à l'historique. Et après, on parlera peut-être de la concentration plus tard. Oui, bien sûr. Non, mais il y a après, derrière ce soutien des marchés actions, il y a eu effectivement quand même des phénomènes de fragmentation très forts. Quand on regarde ça d'un point de vue indiciel, le schéma good news is good news, où les actifs risqués achètent la croissance, ne s'alarment pas de voir quand même des baisses de taux effacées comme ça en quelques semaines, alors que c'était quand même la fondation ou le fondement du rallye de fin d'année, de se dire qu'il y avait quand même des baisses de taux assez rapides qui allaient venir, d'une ampleur assez importante, et que donc on pouvait remonter les valorisations des marchés actions, resserrer les spreads de crédit, etc. Là, c'est un schéma différent, mais qui fonctionne aussi pour les actifs risqués. Oui, mais le good news is good news ou le Goldilocks, il est assez précaire. Il y a une limite. Il y a une limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien content parce qu'en gros, on a un chemin de désinflation. En fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est qu'en gros, à un moment, en fait, on était très inquiet pour la croissance. On disait, est-ce que c'est soft landing ou hard landing ? Est-ce que c'est une récession à l'horizon ? Est-ce que c'est une récession faible ou une récession profonde ? Alors que sur l'inflation, on disait, la désinflation est devant nous. Aujourd'hui, on est quelque part un peu dans le schéma inverse. C'est-à-dire que finalement, on se dit, la croissance tient de façon de façon marquée. On avait eu des PMI sur le côté manufacturier qui étaient très faibles, qui reviennent un peu. Les services tiennent. Mais à côté de ça, la désinflation, la dernière partie, ça stagne un petit peu. C'est bien aujourd'hui dans le schéma actuel. Je rejoins le point comme quoi 3% d'inflation, on peut vivre avec. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux directeurs, 4 en Europe, 5,5 aux US. On peut débattre de où est le taux neutre. Mais en tout cas, il n'est pas à ces niveaux-là. Donc on est sur des politiques monétaires qui sont extrêmement restrictives. Ouais. Et donc, si cette inflation à 3 induit une politique monétaire qui reste sur ces niveaux-là, ça va induire tôt ou tard cet impact sur la croissance. Ouais. Donc aujourd'hui, on est bien, on est très content d'être dans cette situation-là. Finalement, il y a vraiment des fondamentaux, même macro, mais aussi microéconomiques quand on regarde les résultats des entreprises qui sont solides. Il y a les fenêtres de financement qui sont ouvertes, quel que soit le profil de l'émetteur, quasiment quel que soit le profil de l'émetteur, il arrive à se refinancer, il a accès aux capitaux. Donc tout ça, ce sont des arguments plutôt solides aujourd'hui. Donc on est bien dans ce schéma de good news is good news, mais ça reste quand même un schéma fragile aujourd'hui. Oui, il y a une limite effectivement à ce schéma-là, avec des taux restrictifs, en tout cas maintenus à ces niveaux-là. Voilà, donc on a vraiment besoin de voir ce dernière phase de désinflation se matérialiser encore plus et se rapprocher, en tout cas la dynamique de désinflation continuer sur les prochains mois. Le marché s'habitue aux bonnes surprises sur la croissance américaine. Est-ce qu'on pourrait être surpris positivement du côté de la zone euro également, François ? La question est toujours un peu incongrue. Quand on parle de la zone euro, on connaît le track record, la médiocrité, etc. Mais il y a médiocrité et médiocrité. Là, on a révisé encore le chiffre de croissance française à la hausse. C'est rien, c'est 10 BP, mais c'est quand même... Ça va dans le bon sens. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des raisons je regardais les dernières enquêtes PMI. Alors, c'est des enquêtes. Si on enlève l'Allemagne et la France, ça réaccélère en zone euro. Même juste en retirant que l'Allemagne. Même en retirant que l'Allemagne, ça réaccélère. Juste un point pour apporter ma contribution sur les marchés actions. Les marchés actions américains, effectivement, quand on les regarde en relatif par rapport au taux d'intérêt aux US, sont quand même à des niveaux assez élevés. On a des primes de risque négatives. Primes de risque négatives sur les actions américaines ? Oui. Et ça, on voit bien pas mal de dirigeants d'entreprises américaines qui vendent leurs titres. Également, tout ça me fait dire que le potentiel aux États-Unis est limité.
Néanmoins, pour revenir à la croissance européenne, oui, on peut avoir des bonnes surprises sur la croissance européenne. Et je pense que finalement, la façon dont se fait cette croissance, c'est-à-dire qu'elle soit plus tirée par la locomotive allemande qui fait sa croissance sur un modèle d'exportation, est très sain pour la zone euro. Parce que même si la BCE nous fait une erreur de politique monétaire et ne baisse pas ses taux cette année, par exemple, parce qu'on a effectivement des chiffres de salaire un peu en augmentation au cours du premier trimestre, qu'on commence à avoir un léger rebond des PMI et donc que la BCE attend, on ne sera pas du tout dans les mêmes impacts que ceux qu'on avait pu avoir en 2011 où ça avait été un éclatement des spreads périphériques, parce que la faiblesse de la zone euro à ce moment-là venait des pays du Sud. La faiblesse de la zone euro aujourd'hui, elle vient de l'Allemagne, et finalement... Si on doit avoir un petit peu de hausse du ratio dette sur PIB en Allemagne, je pense que ça ne choquera personne. Personne ne s'en inquiétera. Oui. Non. Donc là-dessus, moi je pense effectivement qu'on voit à l'intérieur des PMI un début de rebond. On a vu pas mal de pessimisme sur la croissance européenne et qu'on peut de ce côté-là être plutôt agréablement surpris pour la zone euro. Oui. Avec là une prime de risque action qui n'est pas à zéro ou négative. Qui n'est pas à zéro ou négative. On est sur des niveaux, on n'est pas sur les plus hystériques, mais on est sur des niveaux confortables sur les primes de risque action européennes. Oui, on m'a dit alors prime de risque action négative sur le marché indien aussi, par exemple. Là, ils ont des taux à 7%, etc. Non, mais voilà, il y a, dans les gros marchés, effectivement... il y a ce qui se passe en Chine, au Japon, et puis ce qui se passe aux États-Unis ou en Inde, pour parler juste des marchés boursiers. Tout à fait. Ouais. Parlons justement des marchés actions, Nouran. Oui, alors, l'idée que les indices sont au sommet, c'est pas un argument pour dire qu'il faut vendre. Ça, j'ai compris. Hein. Oui. Oui, non mais, non, mais il faut le rappeler. Non, mais il faut le rappeler. Vous avez livré déjà quelques arguments de ce point de vue-là. Maintenant, comment vous regardez la manière dont la hausse se fait, si on prend les grands indices comme référence, il faut bien qu'on ait un thermomètre commun pour en discuter. Est-ce que la hausse est saine ? Est-ce que vous trouvez quand même une forme de diffusion ? Est-ce que, sans avoir l'idée de sortir de la tech, ce qui n'est pas du tout le sujet, mais est-ce qu'on trouve quand même d'autres poches, d'autres contributeurs que le seul thème tech, US, IA, etc., qui est un super moteur et on peut en discuter, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres moteurs dans ces marchés pour générer de la performance là ? Alors là où vous avez raison, c'est qu'on entend deux choses. Et on lit deux choses, c'est les marchés sont au plus haut et les marchés sont extrêmement concentrés. Donc tout ça sous-entend finalement une incohérence, une irrationalité des performances boursières par rapport aux réalités économiques et des fondamentaux des entreprises. Donc si on se pose les bonnes questions, c'est... j'ai répondu en partie sur effectivement les niveaux historiquement élevés. Ouais. Si on regarde sur la concentration, si on se pose les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui a amené cette concentration ? Donc quand on regarde... Qu'est-ce qui a amené ? Est-ce que cette concentration est rationnelle ? La croissance des BPA, donc la croissance des résultats des 7 magnifiques. Alors, si on la normalise sur 2 ans, parce qu'on ne peut pas prendre que 2023, puisque 2023, il y a eu un rattrapage de 2023. C'était le contre-coup de 22, oui, voilà, ou l'inverse. On va prendre 2 ans et on va regarder la croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques. La croissance bénéficiaire de ces 7 magnifiques, elle est de 50% sur 2 ans. La performance boursière de ces 7 magnifiques, elle est de 30%. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de surréaction, il n'y a pas d'irrationalité des marchés et il n'y a pas de gonflement de PE, bien au contraire. Donc, je pense qu'il y a encore de la place, finalement, sur ces valeurs-là. Si on regarde Nvidia, sur lequel, en fait, tout le monde se focus, c'est pareil, en fait. On est à 164% ou 165% de performance boursière. On a une croissance des BPA de 200%. Donc, on a un PE qui a divisé par 2. Donc, quasiment divisé par 2. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attention, alors si on regarde le S&P 100, c'est 7 magnifiques. Effectivement, aujourd'hui, il y a un petit décalage parce que la croissance des BPA, on est à 0 et on a une performance boursière de 10. Ouais. Donc, effectivement, attention, je ne suis pas en train de dire c'est le reste du marché qui se renchérit, en fait. Quoi. C'est le reste du marché qui se renchérit. Je ne suis pas en train de dire que tout le marché est rationnel. Je suis en train de dire aujourd'hui que cette concentration, elle est logique. Et en fait, elle représente des performances liées à l'intelligence artificielle notamment. Et ce qui inquiète aux États-Unis, c'est que cette concentration, elle est concentrée autour de l'IA, autour de
l'IA, la tech, etc. Quand on parle des granolas, par exemple, maintenant on parle des 7 super, je crois, ce matin, j'ai lu. Juste donne les granolas, parce que Goldman nous le sort en 2020, mais on n'en reparle que maintenant. C'est en Europe, c'est 11 valeurs, Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo, L'Oréal, LVMH, Astra, SAP et Sanofi. Mais c'est pas comparable en fait. Parce que ces valeurs-là, déjà, c'est les 11, je crois, 11 plus grandes capitalisations européennes. Ce pas les 11 plus grands contributeurs, parce que quand vous regardez là-dedans, il y a des mauvais contributeurs. Sanofi, oui. Des années. Voilà, donc en fait, c'est des éléments mathématiques qui ne sont pas comparables. Et puis le problème de la concentration aux États-Unis, c'est que c'est la concentration sur un secteur. Là, en fait, on est sur c'est plus diversifié. C'est plus diversifié. Et mathématiquement, bien évidemment, comme dans les portefeuilles, dans les fonds ou dans les indices, la performance est toujours portée par les 10 premières valeurs, par 10 contributeurs, 5 contributeurs. Très bien. Le fonctionnement du marché ETFisé fait que c'est comme ça aujourd'hui. Oui. Mais entre les 7 magnifiques et les granolas, qu'est-ce que vous préférez là aujourd'hui ? Alors, je préfère les 7 super qu'a cité Citi ce matin. Alors, je ne sais pas lesquels c'est européen ou c'est américain, non, les 7 super ? C'est européen. Donc, c'est plutôt l'Europe, alors. Mais en fait, on va retrouver les vrais contributeurs à la performance et qui sont assez diversifiés. Il y avait Schneider, il y avait Ferrari, il y avait des valeurs. Donc, ça reste assez diversifié. Mais en fait, ce que je regarde plus, c'est vraiment est-ce que la croissance passée, qui est réelle et qui est un fait, va continuer à se prolonger sur les 2-3 prochaines années. Et là, toute la thématique de l'IA est quand même intéressante parce que c'est la seule thématique qui touche, c'est la seule avancée technologique qui touche quasi la totalité des secteurs. Et ça, on n'a jamais vu ça dans le passé. Les avancées technologiques ne touchaient pas tous les secteurs. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure. En fait, il y a un truc de long terme quand même qui s'est installé de ce point de vue-là et pas juste monosectoriel. Oui, il y a des choses qui vont se matérialiser dans le temps, qui ne sont pas toutes matérialisées encore. Sur prime de risque action négative aux États-Unis, est-ce que ça veut dire qu'il y a une bulle ou pas, François ? Alors effectivement, si on regarde depuis 2 ans, c'est un fait. Cette magnifique ne montre que 30% quand leur résultat a augmenté 50%. Entre-temps, les taux d'intérêt sont quand même passés de 0 à 5,5. Donc il y a aussi cet aspect qu'on doit prendre en compte, qui est de regarder les marchés equity versus les marchés obligataires et versus les marchés monétaires. Donc je pense que... et puis... Pour parler de la concentration, on a Tesla, qui n'est pas forcément dans ces 7 magnifiques, qui n'est pas forcément une entreprise dont les résultats ont beaucoup monté, ou autant que les autres, et qui n'est pas forcément une entreprise du secteur de la tech. Donc bon, mais elle est dans les 7 magnifiques, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est la seule qui effectivement a connu un re-rating, un gonflement de PE qui est irrationnel. Et qui n'y restera plus pas. Peut-être qu'on n'aura plus que 6 magnifiques dans quelques trimestres. Donc sur les actions européennes, oui, les actions européennes, elles, pour moi, sont très loin de ces niveaux stratosphériques. On a sur une bulle sur l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a énormément d'investissement qui est fait dedans. Tout le monde veut investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est ça qui tire le carnet de commandes d'NVIDIA, et effectivement que la valorisation d'NVIDIA est finalement pas si chère que ça au regard de son carnet de commandes. La difficulté, ça va être de voir toutes ces entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elles vont réussir à monétiser ces investissements. Et pour l'instant, cette année 2024, ça va être investissement et c'est pas le sujet. Et là, il faut s'équiper. C'est la course à l'armement, pour reprendre une terminologie guerrière, malheureusement. Mais l'année prochaine, ça va être comment est-ce qu'on réussit à monétiser ça. Et là, effectivement, il peut y avoir quelques déceptions de ce côté-là. Ouais. Sur les marchés de crédit, quel est un peu l'état des lieux qu'on peut faire avec vous, Zacharia ? Voilà, les marchés actions, on en discute, le thème de l'IA porte, les grandes valeurs européennes ne déméritent pas aujourd'hui, le Nikkei a comblé son gap de 34 ans. Sur les marchés de crédit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Sur le marché de crédit, on connaît un peu le même sentiment positif que sur le marché actions, à savoir des primes de risque qui sont plutôt bien compressés, mais qui reflètent justement, comme vous le soulignez, des taux de défaut qui montent, mais qui montent finalement juste pour revenir à leur moyenne long terme historique. Et on n'y est même pas.
Donc, dans un contexte de hausse des taux sur lequel on a eu une année 2022 très difficile en termes de financement, de par les taux d'intérêt, mais aussi de par le contexte de la guerre en Ukraine, eh bien, finalement, le marché de crédit se porte plutôt bien. On voit des émetteurs, même avec des ratings très bas, c'est-à-dire sur la partie high yield, qui ont pu revenir, se refinancer. On a vu des secteurs qui ont été très stigmatisés, tels que l'immobilier. On a vu des acteurs de ce segment-là qui reviennent, même l'immobilier nordique qui a été on va dire, étiqueté comme la bête noire de l'investissement en Europe, revenir sur le marché et se refinancer. Donc en fait, sur le marché du crédit, on peut voir que finalement, les primes de risque sont compressées, mais ils sont compressés en reflet à cette croissance qui tient, parce que finalement, ce qui compte sur la partie high yield est des taux de défaut qui ne montent pas tant que ça. Ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'histoires, on va dire, idiosyncratiques. Spécifiques, bien sûr. Oui. Et justement, c'est ça qui vient alimenter ces taux de défaut. Mais même en regardant en fait, les émetteurs les moins bien notés, c'est-à-dire sur le segment des ratings, on va du AAA jusqu'à simple C. Si vous prenez juste tous les triple C et plus bas, donc vraiment les plus mal notés, et si vous mettez tous ces entreprises-là en défaut, eh bien en fait vous n'arrivez même pas à la moyenne long terme de taux de défaut. Du taux de défaut. Voilà, exactement. Donc il n'y a rien de systémique, vous dites, dans cette poche-là et ce segment-là du marché crédit. Oui, et il y a aussi, en fait, sur le marché de crédit, il y a une sorte d'effet auto-réalisateur, c'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des entreprises qui arrivent à se refinancer, eh bien, souvent, cette capacité de refinancement, elle éloigne le risque de défaut, et puis ça donne du temps pour générer des bénéfices pour pouvoir rembourser, pour faire simple. Eh bien, on s'achète du temps, voilà. C'est souvent la logique. Par contre, quand vous avez en fait un marché de crédit qui est fermé, même des entreprises qui se portent bien, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des difficultés de financement, et là, pour le coup, ça génère des problèmes qui n'existent pas. Donc là, on est plutôt sur le côté plutôt vertueux sur le marché du crédit. Sur les souverains, comment se passent les émissions là, au terme des 2 premiers mois de l'année? Est-ce que les programmes d'émissions se déroulent correctement? On bat record sur record sur les émissions. On voit que... en termes quoi, de montant levé, bien sûr, mais de demande. En montant levé et de demande. On compte plus. On compte plus. Et finalement, ce qui est plutôt positif et là, c'est plutôt un segment positif sur l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a vu beaucoup d'anticipation en fait de refinancement de beaucoup de souverains, ce qui fait que finalement le sujet de l'offre de papier, est-ce que ça peut impliqué en termes de mouvement de taux, on a moins ce sujet qu'on va avoir sur les États-Unis sur l'année 2024. Après, ce qu'on voit, c'est que finalement, cette courbe de taux, on parlait tout à l'heure justement de ces régimes, en fait, donc là, par exemple, si on regarde les régimes de corrélation entre les actions et les taux, eh bien, en fait, on voit toujours qu'on n'est toujours pas revenu de façon stable sur un régime où les taux sont forcément protecteurs, dans le sens où, en fait, il y a toujours ce sujet d'inflation. On voit aussi ça au niveau des volatilités, c'est-à-dire la volatilité des taux reste beaucoup plus élevée. Au contraire de la volatilité des actions, vous avez vraiment un bec avec la volatilité des actions qui est au plus bas et la volatilité des taux qui reste, somme toute, assez élevée. Donc, il faut plutôt aller chercher sur les souverains dans des économies. En tant qu'investisseur, on a la chance d'avoir en fait des économies qui sont de plus en plus désynchronisées, en particulier sur les émergents où ils sont vraiment sur la phase de surprise économique négative. Des marges de manœuvre des banques centrales. Et du coup, en fait, il y a de la valeur à aller chercher et des histoires de plus en plus spécifiques, pays par pays, vous dites aujourd'hui. Tout à fait. Qui décorrèlent un petit peu de l'ensemble si on regarde, par exemple, risque marché global. Tout à fait. On regarde par exemple l'Europe de l'Est, il y a certaines histoires en Amérique latine dans lesquelles le chemin de désinflation est bien entamé, la croissance est un peu plus fébrile et la communication de banquiers centraux sont plutôt pour voire même en fait des baisses des taux qui sont déjà déclenchées. L'effet supply finalement c'était une des craintes. Bon, finalement, c'est pas un risque si important que ça, en tout cas. Je pense que les investisseurs qui avaient acheté des emprunts d'État allemands en début d'année, le 1er janvier, sont pas tout a un peu corrigé. Sont pas très bien lotis non plus. Tout a un peu corrigé, on a 50 BP de hausse des rendements depuis le début de l'année. Ouais. Donc, je veux bien qu'on ait une demande record pour les emprunts d'État, n'empêche que
N'empêche qu'il y a eu surtout une offre record et des remontées de rendement. Oui, pour l'instant, on est plutôt en perte sur des souverains. Oui, ça c'est certain qu'on est en perte sur les souverains. Et à part les compressions de marge sur les corporates ou sur les émergents, on ne gagne pas d'argent sur le marché obligataire. Ça, c'est certain, malheureusement. Ouais, mais c'est une situation qui est installée pour durer de ce point de vue-là. La corrélation stock-bond aujourd'hui, alors qui a un peu changé à nouveau, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que là aussi c'est un schéma qui peut être durable pour quelque temps encore là ? Bon, à court terme, il faut avoir en tête effectivement que ça tient. Les marchés actions sont déconnectés des marchés de taux d'intérêt qui ne sont plus des marchés directeurs. Et il est possible que si demain les marchés actions redeviennent directeurs, si on a une correction sur les marchés actions, les marchés de taux repéreront. Parce que ce qui est certain, c'est que les banques centrales aujourd'hui... ce qui les empêche de baisser leur taux d'intérêt, c'est le fait de se dire, en gros, j'ai à peu près réussi ma mission sur l'inflation, on est revenu pas très loin de 2%. Mais finalement, je pense elles freinent un petit peu parce qu'elles se rendent compte que les salaires sont toujours en hausse assez importante et puis que les marchés actions sont très bien valorisés. Qu'est-ce qui se passe demain si la Fed baisse ses taux On va avoir... les marchés actions qui vont repayer, la croissance qui va repartir, mais tout ça sans inflation. Non, il y a un moment où je pense que les banques centrales sont un petit peu plus précautionneuses que ça, et il est possible que, effectivement, une petite correction sur les marchés actions suffise à faire repayer les marchés obligataires, et puis que ce soit qu'une petite correction finalement. Ouais. Donc, je pense que cette corrélation, elle est devenue très instable. Ouais, c'est ça. On a eu une corrélation stable et négative entre les actions et les obligations pendant pas mal d'années. Une corrélation plutôt stable et positive entre les deux en 2022 et 2023. On est sur un rythme de corrélation peu stable aujourd'hui. Bon, on verra, puis fin de mois, il y a toujours des rebalancements, comme les actions bien payées, que les taux ont un peu moins bien payé. Peut-être qu'on verra des effets de marché aussi de ce point de vue-là dans les prochaines heures et les prochains jours. Pour conclure avec vous sur le thème de l'IA, je précise, on va avoir un spécialiste santé pour parler notamment du levier de l'IA dans la santé. Comment vous regardez un peu le coût moyen-long terme, le coût, l'opportunité, l'opportunité moyen-long terme, pour dézoomer un peu de l'obsession Nvidia et semi-conducteurs du moment. Comment on se projette à moyen long terme et sur quel secteur on a envie d'être positionné pour jouer le levier de l'IA En fait, il y a plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement, tous les secteurs sont touchés. Donc le premier secteur, bien évidemment, c'est le secteur des semis, donc la capacité de production sur l'intelligence artificielle, modulo quand même que le secteur des semis l'année dernière était en baisse de 11%, reste drivé par les smartphones et les PC qui sont effectivement en demande très affaiblie. Donc globalement, ce que disent les acteurs, d'ailleurs tous les acteurs, à part bien évidemment Nvidia qui est focus sur l'intelligence artificielle, tous les acteurs des semi-conducteurs ont vu une baisse du chiffre d'affaires en 2023, verront une stabilité en 2024, et là on aura un redémarrage assez fort de la croissance en 2025. Ensuite, le deuxième segment de marché qui est affecté touché par l'IA, c'est l'infrastructure. Donc où héberger la donnée ? Bon, alors là, c'est simple, il faut juste tourner vers les États-Unis. Les États-Unis contrôlent les 2/3 du marché des clouds et des data centers. On a une croissance qui est anticipée globalement autour des 20% sur les 5 prochaines années. Donc, là, on va dire que c'est déjà globalement, les impacts sont déjà visibles dans les comptes de résultats. Et ensuite, ça c'est l'infrastructure directe. On oublie de parler aussi de l'infrastructure, je dirais peut-être indirecte, c'est-à-dire que les principaux coûts des data centers, c'est la gestion de l'alimentation et de l'énergie. Oui. Donc là, on va retrouver pas mal de valeurs industrielles, des gros leaders européens. On a Atlas Copco, on a des valeurs comme SPIE, on a des valeurs comme Schneider, qui effectivement est le numéro 1 mondial sur la gestion des infrastructures électriques pour les data centers. Et là, c'est une réalité qui
qui va arriver, c'est-à-dire qu'on a 20% du backlog qui est drivé que par les data centers, et ça, c'est nouveau. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça explique aussi un peu, peut-être, un engouement de certains investisseurs sur cette valeur, mais qui est, pour moi, réel. Et puis après... Sans compter juste sur les data centers, Nourane, parce que la question énergétique ou énergivore va quand même se poser, dans un monde où la question énergétique est déjà posée de manière générale. On m'a expliqué quand même que pour faire tourner le data center avec 30 000 GPU de ChatGPT, ça consomme quand même un certain nombre de puissances, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de l'efficacité énergétique se posera pour les fabricants de puces. Alors, ils travaillent déjà sur le sujet, bien sûr, mais il y a aussi d'autres acteurs qui pourront peut-être apporter de la valeur là, on a sur... la deuxième thématique de la transition énergétique. Oui, mais ça décuple, j'allais dire, la dimension énergie, d'une certaine manière. Si on se met tous à utiliser ChatGPT comme des malades... Oui, tout à fait. Il y a cette vraie question, et puis après, il y a la gestion réglementaire des données éthiques, etc., pour bien contrôler l'utilisation de l'IA. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, le troisième pôle d'entreprise, c'est les utilisateurs. Et alors là, c'est effectivement très large. Les utilisateurs, on va retrouver le secteur de la santé, les bancaires, le retail, les logiciels. Et là, effectivement, c'est vraiment ce qu'on va voir. Et ce n'est pas du tout visible aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est en plein investissement. Et donc, on va commencer à voir une amélioration de la productivité, d'efficacité des process, etc. On va commencer à le voir à partir de 2025. Mais quand on écoute un peu ce qui se dit, je pense qu'il y a plein de fois où on a eu des faux départs sur des avancées technologiques, le métaverse, etc. Là, je pense que c'est une réalité qu'on voit quand on écoute le CEO de Capgemini. Il dit qu'il n'y a pas un seul de nos clients qui n'investit pas de manière directe, indirecte, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Non, mais je crois que et là, en fait, c'est pas le métaverse, quoi. C'est pas le métavers. Là, c'est l'intégration. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir une question pour certains, ceux qui vont vendre l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils vont tous réussir à la monétiser? Mais ceux qui l'utilisent vont réellement l'utiliser et vont vraiment avoir une amélioration quand même très nette. Alors, il faut savoir les distinguer, ça c'est très clair, et il faut savoir sélectionner les bons acteurs qui vont en bénéficier. La fintech suédoise Klarna nous a donné un aperçu hier de ce qu'on pouvait faire en un mois avec un chatbot, quoi. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nourane Charer, Mansartis, François Collet, DNCA Investments et Zakaria Darwish, CPRAM.